Alors, bonjour à tous. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Hop, nickel. Bonjour. Alors, tac. Donc, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà assisté au cours des vérifications extérieures? Non, ok, nickel. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, les vérifications extérieures, intérieures? Donc, ok, il y en a un qui l'a eu. D'accord, nickel. Hop. Alors, en gros, donc, le jour de votre examen de conduite, donc vous allez passer votre permis, vous allez donc avoir une phase pratique où vous allez conduire forcément, une manœuvre, ok. Et suite à la manœuvre, vous allez avoir deux questions sur le véhicule, d'accord? Donc ça va être soit question intérieure, ça c'est un autre cours, ou question extérieure, comme on va les voir là, ok. En fait, il faut connaître au minimum votre véhicule, d'accord? Ça, on vous demande pas des trucs hyper compliqués, mais c'est des petits trucs à connaître sur votre véhicule, des trucs d'entretien basiques, on va dire. Ok. Euh, donc voilà. Alors nous maintenant on fait des cours comme ça pour que vous les voyez. Ça vous évite de perdre du temps en fait autour de la voiture pendant une leçon de conduite à réviser ces trucs-là. Là au moins vous êtes chez vous tranquille. Et puis après, si vous avez des questions, vous voulez vraiment voir les choses en vrai, vous pouvez nous demander et nous on va vous les montrer sur la voiture le jour où vous avez une leçon par exemple. Ok. Donc, en gros, dans les vérifications extérieures, on va avoir différentes parties. Donc, on va avoir le compartiment moteur, c'est-à-dire tout ce qui se trouve sous le capot. Ensuite, on va avoir les feux pour la luminosité, les essuie-glaces pour la visibilité et les pneumatiques. D'accord? Après, il y aura deux, trois trucs dans divers. C'est des choses qui, en plus, qu'on n'a pas pu placer dans les choses d'avant. OK? Donc, on va commencer par le compartiment moteur. Donc, avant toute chose, dans le compartiment moteur, c'est bien de savoir ce qu'il y a, mais déjà, en premier, il faut savoir l'ouvrir, le compartiment moteur. Donc, on va voir le capot. OK? Donc, après, nous, on va vous montrer sur nos véhicules à nous. Des fois, ça varie un petit peu sur les autres véhicules. Il faut regarder un petit peu. En général, c'est toujours pareil, mais il y a des petites différences de temps en temps. OK? Donc, déjà, pour ouvrir le capot, donc, il va falloir sortir de la voiture, laisser la portière conducteur ouverte, et le long de la portière, en fait, il va y avoir une petite languette, comme on le voit sur la photo numéro 2. Alors, je ne sais pas si on voit mon... Ouais, pointeur, c'est bon, normalement, vous voyez le pointeur. Donc, du coup, le long de la portière, ici, en fait, juste dans l'angle, ici, vous allez avoir cette petite languette-là que vous allez tirer vers vous. OK? Ça va vous permettre de déverrouiller le premier verrou du capot. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir fermer votre portière et vous allez vous diriger face au moteur. D'accord? Donc, en fait, vous voyez qu'un petit jour là, c'est-à-dire que le premier verrou, c'est ouvert ici. D'accord? Et donc là, il faut se pencher un petit peu pour avoir cette vue-là. Et vous voyez que ici, il y a une petite languette jaune. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième verrou. Donc le deuxième verrou, on va le pousser vers la gauche et en même temps, avec l'autre main, on va lever le capot. D'accord? Et ça, c'est le deuxième verrou pour ouvrir le capot. OK? Donc ça peut être une question en fait qu'on va vous poser à l'examen. Ouvrez et refermez le capot, puis vérifiez sa bonne fermeture. Donc là, on vérifiera si on ne peut pas l'ouvrir. OK. Pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité? Alors, le dispositif de sécurité, ce sont les verrous, comme je vous parlais. Donc, à quoi ça sert? Pourquoi il y en a deux surtout? Ça empêche du coup l'ouverture du capot en circulation. Parce que si le capot est mal verrouillé et que mettons qu'on n'a qu'un verrou, et ben du coup, vous avez sur une route où il y a du vent ou quoi, bah, le capot il peut venir s'ouvrir et se mettre sur le pare-brise. Et là, du coup, bah, problème au niveau de la visibilité quand même. Ok. Donc voilà, quel est le risque d'une mauvaise fermeture de capot? Donc que le capot s'ouvre et entraîne un accident. D'accord? Ensuite, une fois qu'on sait ouvrir le capot, on va voir les principaux endroits où on peut remplir les liquides, d'accord? Donc tout ce qui peut être utile couramment. Donc on va commencer par le lave-glace. Comme ça, si vous n'avez plus de lave-glace, vous saurez comment le remplir. Donc on ouvre le capot et ensuite on va se repérer par rapport au petit pictogramme qui est là. Donc ça représente un pare-brise avec deux petits jets de lave-glace, d'accord? Donc ça vous représente le lave-glace et il va falloir donc ouvrir ce petit bocal-là et remettre du lave-glace. Faites attention selon les saisons, on va avoir des lave-glaces été, des lave-glaces hiver ou des lave-glaces toute saison. Pourquoi on a des lave-glaces différents? Parce que l'hiver, si on met un lave-glace été, le problème c'est qu'il va geler. Et si ça gèle et qu'il est plein,
quand le liquide ça gèle, ça prend plus de place. Et du coup, ça va vous casser votre bocal, d'accord? Et du coup, après, il faut le changer et tout, ça fait des pièces pour rien. Donc, si vous l'utilisez pas souvent, mettez du lave-glace toute saison. Comme ça, vous êtes tranquille, que ce soit en été ou en hiver. Quel est le principal risque d'absence du lave-glace? Ben, ça sera une mauvaise visibilité, parce que si vous n'avez pas de lave-glace, vous ne pouvez pas nettoyer votre pare-brise si vous avez de la poussière, qui a eu des traces un peu bizarres. Enfin voilà. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? Et ben, pour éviter le gel du liquide, comme je viens de vous le dire. Ok? Ensuite, montrez où s'effectue le contrôle du liquide de frein. Donc le liquide de frein, il sera un peu plus haut dans le capot. On va avoir une vue d'ensemble tout à l'heure. Donc ça, ce petit pictogramme-là, ça représente le frein. Le rond représente le disque de frein. Les deux traits sur les côtés représentent les plaquettes. D'accord? Du coup, ça veut dire que ça représente le frein. Dot 4, c'est la viscosité du liquide, hein, si vous avez besoin d'en mettre un jour. Mais alors, attention, quand vous avez une paire de liquide de frein, en général, il faut consulter un garage. Ou alors, si vous êtes mécanicien ou bricoleur, le faire soi-même. Mais c'est le système de frein, c'est quand même un truc très dangereux parce que si vous n'avez plus de frein, c'est quand même votre sécurité qui est en jeu. Donc si vous constatez qu'il manque du liquide de frein, faites vérifier le circuit par un garage. Ok? Parce que la conséquence d'un niveau insuffisant peut entraîner une perte d'efficacité de freinage. Ok? Hop, ensuite, montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Donc ça sera sur la gauche du moteur quand vous êtes face au moteur. Le petit pictogramme, c'est celui-là. Donc, liquide de refroidissement, c'est une main avec de l'eau qui part en vapeur, en fait, parce qu'on risque de se brûler. D'accord? Il ne faut pas l'ouvrir quand le moteur est chaud. Le liquide de refroidissement sert à refroidir le moteur, mais comme le moteur est chaud, le liquide chauffe. Ensuite, il circule dans le moteur, dans les radiateurs et ça. Et l'air, en fait, va faire que ça va refroidir le liquide. D'accord? Donc, le liquide est souvent chaud et sous pression. Donc, il ne faut pas l'ouvrir quand le moteur est chaud. Quel est le danger si on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud? On risque une brûlure. Ok? Ensuite, montrer où s'effectue le contrôle du niveau d'huile moteur. Donc l'huile moteur, ça sur notre véhicule, on va avoir qu'un bouchon, ça va être celui-là. Le petit pictogramme là représente une lampe à huile. Ok, ça nous permet de savoir que c'est ici qu'on met l'huile moteur. On va ouvrir ce bouchon-là et dedans, on va avoir une tige qui va nous permettre de contrôler le niveau. Donc on sort cette tige-là, on va l'essuyer entièrement avec un chiffon propre. On la replonge dans le moteur et on la ressort. D'accord? Ça, on va voir en bas de la tige, il y aura un petit mini et un maxi. Il faut que le niveau soit entre le mini et le maxi. D'accord? Si on est trop proche du mini, on rajoute de l'huile. Et si on est trop haut du maxi, il faut faire attention, c'est pas bon non plus. On peut casser le moteur si on est trop haut. D'accord? Ça, il faut le faire moteur à froid et sur une place plate. Ok? Il ne faut pas être en côte, il ne faut pas être en descente. Il faut vraiment être à plat. Quel est le risque principal d'un manque d'huile dans le moteur? C'est un risque de casse moteur ou une détérioration, d'accord? Puisque le moteur, en fait, est constitué de pièces métalliques qui viennent bouger les unes avec les autres. S'il n'y a pas d'huile entre ces pièces, les pièces métalliques vont chauffer, s'abîmer ou casser, d'accord? Donc, du coup, il faut qu'il y ait de l'huile. En fait, l'huile, c'est l'équivalent du sang dans le corps humain, par exemple. Okay, nous, s'il nous manque trop de sang, on ne peut pas vivre. Et une voiture, c'est pareil. S'il manque trop d'huile, elle ne peut pas vivre. Montrer l'emplacement de la batterie dans le véhicule. Donc, ça, c'est sur le côté droit du capot. On va le voir juste après sur la vue d'ensemble. Donc, juste besoin de montrer avec le doigt. Hein, vous ne touchez pas, vous ne débranchez pas, il n'y a pas de besoin. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer un véhicule sans le déplacer? Donc, soit on branche une deuxième batterie à l'aide d'une voiture qui vient se mettre face à vous et des pinces. Ou alors, si vous avez acheté une deuxième batterie, vous remplacez cette batterie. D'accord? Ensuite, là, on va avoir sur les feux. On peut vous demander comment changer les ampoules sur les feux de la voiture. Donc là, je vous ai montré derrière le feu, en général, on a un petit caoutchouc pour ouvrir. Vous embêtez pas sur les Clio 5, donc c'est les voitures que vous aurez en conduite avec nous. Les Clio 5, on ne peut pas changer les ampoules. D'accord? C'est beaucoup de véhicules assez récents maintenant, on ne peut plus changer les ampoules. Pourquoi? Parce que c'est les nouvelles technologies avec les feux LED. Du coup, les feux LED, c'est censé durer plus longtemps. Et du coup, on ne change plus les ampoules, on change le phare complètement quand c'est grillé. D'accord? Donc du coup, là, on ne peut pas changer les ampoules. Mais pour que vous sachiez, parce que vous n'allez peut-être pas avoir ce genre de véhicule plus tard, si vous avez besoin de changer une ampoule, ça se trouve derrière le phare. Donc vous ouvrez le capot, vous avez un petit caoutchouc noir en général à retirer et vous pouvez déclipser l'ampoule. Attention à toujours prendre un petit chiffon pour toucher le verre de l'ampoule parce que c'est un verre très fin.
Du coup, si vous cassez dans les doigts, vous risquez de vous couper. Quelles sont les conséquences en cas de panne du feu de croisement? Une mauvaise visibilité, parce que vous verrez moins bien. Et en plus, vous pourrez être confondu avec un deux roues. Donc ça se trouve, il y a une personne qui va vous voir arriver de loin, mais elle va croire que c'est une moto, puis d'un coup, elle voit une voiture arriver, elle va pas comprendre. Hop, et voilà. Donc pour le compartiment moteur, une petite vue d'ensemble. Donc quand vous avez le capot ouvert devant vous, ça donne ça. Ok. Donc le lave-glace, il est en bas, tout en bas, plus sur la gauche. Le niveau d'huile, donc pour faire le remplissage et le niveau, c'est à peu près au milieu du moteur, d'accord, le bouchon jaune avec la lampe à huile là. Le liquide de refroidissement est sur la gauche du moteur. Le gros bocal, il ne faut pas ouvrir quand c'est chaud parce que on risque de se brûler. Le liquide de frein est un peu plus en haut du moteur. Et la batterie est sur la droite. Ok? Est-ce que vous avez des questions sur le compartiment moteur? Non? Ok, nickel. Hop. Du coup, on va continuer avec les feux. Les feux, donc, contrôler. Alors, les questions que vous aurez à l'examen, ça sera vraiment ces questions-là, hein. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Donc, si on vous pose cette question-là, faites bien les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que là, on vous pose la question, vous êtes dans la voiture. Donc, avant de sortir de la voiture, déjà, on met le clignotant côté droit s'il a sauté, parce que normalement, on doit l'avoir, vu qu'on est arrêté. On garde le clignotant côté droit, puisque le trottoir sera à droite. On vérifie bien avant de sortir, faites attention à ça. On va côté trottoir pour se mettre en sécurité. Et ensuite, on vient vérifier tous les clignotants. Donc, on peut commencer à l'avant, à l'arrière, peu importe. L'important, c'est de vérifier. Donc, l'idéal pour vérifier, c'est on le regarde. On voit que ça clignote. On peut dire c'est bon, il fonctionne bien. Pour vérifier l'état et la propreté. Donc, l'état, il faut dire qu'il n'est pas cassé. Et pour vérifier la propreté, on peut passer la main sur le phare et dire c'est propre. Donc, voilà. On passe la main sur le phare, on dit c'est propre, pas cassé, ça fonctionne bien. OK? On va au niveau du rétro, parce que nous, au rétro, on en a un aussi. Pareil, on refait la même chose. On frotte, c'est bon, c'est propre, pas cassé, ça fonctionne bien. On va derrière, hop, ok, c'est bon, c'est propre, pas cassé, ça fonctionne bien. Ok? Tout simplement ça, et là, vous gagnez votre point. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide sur un clignotant? Donc, en général, ça signifie qu'il y a une des ampoules qui fonctionne mal. Du coup, si vous avez un clignotement rapide au niveau du tableau de bord ou même que votre clignotant dehors clignote plus vite, c'est qu'il y a une des trois ampoules du côté du coup où ça clignote qui est grillée. OK? Ensuite, vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de brouillard arrière. Donc pareil, avant de sortir du véhicule, pensez à allumer les feux de brouillard. Pour savoir comment faire, je vous invite à regarder le cours des vérifications intérieures et sinon on vous remontrera en voiture pour que vous soyez bien clair là-dessus. Donc, sur beaucoup de véhicules, on va avoir d'un côté le feu de brouillard arrière, de l'autre côté le feu de recul. Donc, nous, c'est le cas pour notre véhicule. À gauche, vous voyez qu'il y a une lumière en plus là, ici. Donc, ça, c'est le feu de brouillard arrière. D'accord? Et à droite, au même endroit, on aura le feu de recul quand on mettra la marche arrière. Donc, le feu de brouillard arrière sert à être vu en cas de brouillard ou de forte pluie. D'accord? Donc, seulement en cas de brouillard ou de forte pluie. Pas en cas de pas en cas de comment? Non, en cas de brouillard ou neige, pardon, excuse-moi. Brouillard ou neige, ok? C'est-à-dire qu'en cas de pluie, on ne le met pas parce que ça risque d'éblouir les autres, ok? Donc pareil, on vérifie que c'est propre, en bon état, pas cassé. S'il y a un problème au niveau de l'ampoule, on peut le signaler. Voilà. Et du coup, on l'utilise en cas de brouillard ou neige. C'est à l'avant qu'on va utiliser brouillard, neige, pluie. OK? Ensuite, tac, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière. Donc, même système, hein, on les allume avant de sortir du véhicule. On le verra dans le cours des vérifications intérieures. Ensuite, on sort en faisant attention et on regarde devant, les deux fonctionnent, ils sont propres, pas cassés. On va derrière, on peut vérifier en touchant, propre, pas cassé, et c'est bon. On monte dans le véhicule, on éteint les feux de détresse, et puis voilà. En cas de panne, on peut les utiliser. En cas d'accident aussi, et en cas de ralentissement important, d'accord? Mais sinon, dans aucun autre cas, on les utilise, d'accord? On les utilise pas en double fil pour se garer, enfin pour rester garé, ou voilà, ok? Hop. Ensuite, contrôler l'état, la propreté des feux de route et le fonctionnement des feux de route. Donc là, pareil, il faut allumer les feux de croisement en premier et ensuite on pourra allumer les pleins phares. On voit bien là qu'à l'avant, les feux, ils sont forts. Donc du coup, c'est ça les pleins phares. Ils vont se trouver un peu plus sur le haut du phare, comme sur les flèches là. OK? Dans quel cas on peut utiliser les appels de feu, les appels de feu de route? Alors, les appels de,
comment dire, pas les warnings, les appels de phare. Donc, on peut les utiliser en cas la nuit en général pour avertir de mon approche. Par exemple, une route assez étroite, après un virage, ou voilà. On peut faire un appel de phare et ça permettra de ne pas réveiller les gens qui dorment autour avec un klaxon. Ok? Ou en cas de danger, par exemple, je sais pas moi, un animal qui vient de traverser la route, on vient de le voir, donc on peut avertir du danger pour les autres. Un truc qui se trouve au milieu de la route. Enfin voilà, on peut l'utiliser à la place de l'adversaire sonore. Ensuite, les feux de croisement. Donc les feux de croisement, même principe, on les allume avant de sortir du véhicule, on va devant la voiture, on vérifie que ce soit en bon état, propre et pas cassé. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage des feux? Eh ben, si vos feux sont mal réglés, vous aurez une mauvaise visibilité vers l'avant du véhicule. D'accord? Donc ça, il faut faire attention. En cas de contrôle technique aussi, votre véhicule peut être refusé s'il éclaire mal. Donc ça, il faut faire attention. En général, il faut le faire contrôler par un garagiste, puisqu'il y a des techniques pour régler les feux. Mais voilà, il ne faut pas bidouiller ça comme ça. C'est important d'avoir les feux bien réglés. S'ils sont trop hauts, on va éblouir les gens qui arrivent en face. S'ils sont trop bas, on éclairera devant nous, mais pas assez loin. Vérifier l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. On appelle ça les catadioptres. Donc, sur le pare-choc arrière, on va avoir deux petites plaques en plastique qui permettent, véhicule éteint, donc c'est-à-dire que nous, si on n'est plus dans le véhicule, de refléter la lumière des autres dans ces deux petites plaques. Ce qui fait que de nuit, le véhicule est visible. D'accord? Comme sur les vélos, je ne sais pas si vous avez déjà vu, sur les roues de vélo, vous avez deux petites plaques en plastique qui permettent que vous soyez vu la nuit. Ok? Donc, son utilité, c'est ça justement, c'est d'être visible la nuit. Ok? On appelle ça des catadioptres. Ensuite, l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. Feux de position, du coup, il faut tourner le bouton sur le premier cran, donc les feux de position, et il faut que ces deux petites barres de LED à l'avant soient allumées. D'accord? Pour être sûr que ce soit bien les feux de position et pas les feux diurnes, donc les feux de jour, on va à l'arrière et on vérifie que les feux à l'arrière soient allumés aussi. Parce que la différence entre les feux diurnes et les feux de position, c'est que feu diurne, ça va allumer que l'avant, feu de position, ça allumera avant et arrière. Ok? Donc, ça, ces feux-là ne permettent pas de voir. C'est-à-dire que si vous actionnez ces feux-là, vous ne verrez pas grand-chose devant vous. Ils permettent d'être vus seulement. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on peut vous voir jusqu'à 150 mètres. C'est une voiture qui arrive en face, elle va pouvoir voir vos feux jusqu'à 150 mètres. Pareil à l'arrière. Donc voilà, après, vérifier que ce soit propre, pas cassé et que ça fonctionne bien. Ensuite, hop, vérifier le fonctionnement de l'éclairage de plaque. L'éclairage de plaque, il n'y a pas de bouton particulier pour l'allumer. Il faut juste allumer soit les feux de position, les feux de route ou les feux de croisement. Peu importe, celui de votre choix. Ne vous embêtez pas, en général, on allume les feux de position ou les feux de croisement. Et on va à l'arrière du véhicule. On n'hésite pas à se pencher pour vérifier si ça fonctionne bien. Ils vont se situer juste en dessus de la plaque. OK? Donc on vérifie pareil que ce soit propre, pas cassé, que ça fonctionne bien. D'accord? Un défaut d'éclairage de plaque lors du contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite? Donc oui, tout défaut d'éclairage entraîne une contre-visite. C'est-à-dire une ampoule grillée, un mauvais réglage, voilà. Puisque l'éclairage, c'est un élément de sécurité, donc au contrôle technique, ça passe pas. OK? Ensuite, avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du feu de recul. Donc là, ça veut dire que le jour de votre examen de conduite, vous allez avoir, donc vous qui allez conduire, l'inspecteur à côté de vous et un moniteur que vous avez en général déjà vu qui va être derrière vous. D'accord? Là, du coup, vous pouvez lui demander de prendre place au volant et de passer la marche arrière. Comme ça, il n'y a pas de danger quand vous allez être derrière la voiture. Et vous, avec l'inspecteur, vous allez aller derrière et vous allez pouvoir regarder si le feu de recul fonctionne bien. D'accord? À quoi il sert ce feu de recul? Il sert à montrer qu'on est en train de faire une marche arrière, parce que dès que cette lumière-là est allumée, les gens comprennent qu'on va faire une marche arrière. Et aussi, il sert à éclairer la zone de nuit. D'accord? Quand vous allez vouloir faire une manœuvre de nuit, vous allez pouvoir voir grâce à cette lumière-là. Ensuite, montrer où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Alors, donc pareil, je vous ai mis les deux images là, c'est pour vous montrer en temps normal où est-ce que ça se trouve pour changer l'ampoule. Mais comme sur les feux avant, à l'arrière, on ne peut pas changer les ampoules sur la Clio 5, c'est des feux à LED aussi. Mais sur la majorité des véhicules, en général, on a une petite trappe comme là, on l'enlève, on va avoir accès soit à un petit caoutchouc à démonter, soit à une vis où on va pouvoir sortir le feu complètement. Okay, ça dépendra des modèles de véhicules. Dans ce cas-là, du coup, on sort le feu, on retire l'ampoule, on en met une neuve, on remet le feu et on revisse. D'accord? Voilà. Après, si vous ne sentez pas de le faire, il faut aller au garage, ça sera plus sûr. Ensuite,
Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux stop. Alors les feux stop, c'est les feux qui vont s'allumer quand on va appuyer sur la pédale de frein, d'où l'importance d'avoir l'accompagnateur qui vous aide. Donc le moniteur monte au volant, il appuie sur la pédale de frein et vous vérifiez bien que les feux stop fonctionnent. Donc on va en avoir deux, un à droite, un à gauche et un en haut. D'accord? On en a trois en tout. Quelle est la conséquence en cas de panne du feu stop? Eh ben, c'est un manque d'information pour les usagers qui vont vous suivre. Du coup, si vous vous freinez et que ça ne s'affiche pas derrière, la personne qui va être derrière vous ne va pas comprendre que vous freinez. Elle va voir que votre voiture ralentir, mais elle ne va pas forcément comprendre que vous allez vous arrêter. Et là, vous risquez une collision. Hop, vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. Donc là, comme on l'a vu tout à l'heure, les feux diurnes, il n'y a pas de bouton pour les allumer. En fait, ça s'allume quand on allume le moteur. Donc dans ce cas-là, on met bien le point mort, on met le frein, on garde bien le frein à main, on allume le moteur, on sort dehors et on peut vérifier que les deux feux à l'avant sont allumés. D'accord? C'est les mêmes que les feux de position. La seule différence, c'est que derrière, il n'y aura pas de feu allumé. Et ça sert à rendre le véhicule plus visible de jour. Ok? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Ok, impeccable. Alors, donc, on continue avec les pneumatiques. Donc, un petit point vite fait sur les pneumatiques. Contrôler l'état du flanc de l'un des pneumatiques. Alors, le flanc du pneumatique, ça va être le côté, d'accord? Tout ce qui est sur le côté du pneu, ok? Tout ce qui va toucher à la route, on appelle ça de la bande de roulement. Et le flanc, c'est le côté. Ok, donc, le côté du pneu, il ne doit pas avoir de déchirure, de craquelure ou d'hernie. Les hernies, ça va être suite à un choc sur un trottoir ou etc. Ça va fragiliser le pneu. Du coup, l'air qui est dans le pneu va essayer de s'échapper par ce coin qui est fragilisé. Du coup, ça va pousser, en fait, l'air va pousser sur ce point fragile. Et là, ça va faire une boule d'air, en fait, qui risque d'exploser à tout moment. Donc, du coup, à ce moment-là, il ne faut pas rouler puisque le pneu peut exploser. Donc, il doit être nickel, le pneu. OK? Ensuite, citer un endroit où on peut trouver la pression préconisée pour les pneumatiques. Donc là, on a une petite étiquette qui va se trouver dans le véhicule qui nous permet de savoir à combien on doit gonfler les pneus. Donc pour savoir ça, en général, ça va se trouver sur une plaque qui est dans l'ouverture de la portière conducteur. Donc quand vous allez ouvrir votre portière conducteur, normalement, elle se trouve sur le montant de la portière. OK? Sinon, vous l'avez dans la notice de l'utilisation du véhicule, la notice d'utilisation ou la notice d'entretien. Ou alors, certains véhicules l'ont aussi dans la trappe à carburant. OK? Ensuite, sur le flanc du pneumatique, donc on revient sur le côté du pneumatique, désigner le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Donc au niveau de la bande de roulement, je vous le rappelle, c'est la partie qui touche à la route. On va avoir des petits témoins d'usure. Donc en fait, c'est des petits bouts de pneus en fait qui ressortent par rapport à la bande de roulement. Il ne faut pas que le pneu arrive à tout ce niveau-là. En fait, il faut qu'il soit toujours en dessus. Et pour trouver ce petit bout-là, sur le côté du pneu, on va avoir des petits repères, comme là, TWI, ou alors on va avoir une flèche qui va nous l'indiquer vers le haut. Et du coup, là, en fait, ça veut dire que le témoin, il est juste là en dessus. Vous avez juste à glisser votre doigt ici, tac, et vous allez avoir le témoin. Ça vous permet de ne pas faire le tour du pneu complet et de ne pas avoir besoin de vous salir les mains. Ou alors, on peut avoir un symbole de la marque aussi, comme Michelin, ça sera un petit peu de Michelin, Continental, ça sera une chaussure avec des ailes, enfin, etc. Donc, il y a toujours un petit repère sur le côté. Vous pouvez regarder sur les véhicules de vos parents ou de votre entourage si vous voulez pour voir. Hein. Vous allez voir qu'il y a différents, ça dépend de la marque des pneus. Ensuite, qu'est-ce que l'aquaplaning ou l'aquaplanage? Et quelle peut être sa conséquence? Alors, l'aquaplaning, c'est la présence d'un film d'eau entre les pneumatiques et la route, pouvant entraîner la perte de contrôle du véhicule. Ça peut arriver à n'importe qui, même si on a des pneus neufs. En fait, les pneus, ils ont des rainures, donc des traits de creux, pour justement permettre à l'eau de s'évacuer plus facilement. C'est pour ça qu'il y a des creux dans les pneus. Si du coup on a des pneus usés, forcément la moindre flaque d'eau va avoir du mal à s'évacuer, donc on risque de glisser plus facilement. Mais sur des pneus neufs, si la flaque d'eau est trop importante, et du coup pareil, on n'aura pas assez de place dans les rainures pour évacuer l'eau. Donc du coup, ça marche pas. Donc il ne faut pas arriver trop vite dans les flaques d'eau. À l'aide de la plaque indicative, donc là on le voit dans la portière, comme je vous disais, soit sur le montant de la portière, soit dans la portière, nous c'est dans la portière ici, donner la pression préconisée pour les pneumatiques véhicules chargés, donc les pneumatiques arrière. Donc là on regarde la voiture, on voit pneumatique arrière, on regarde s'il y a marqué véhicule chargé. Nous sur notre étiquette, il n'y a pas écrit. Donc ça, du coup on ne sait pas comment faire. Donc quand on a un véhicule chargé, c'est-à-dire qu'on part en vacances ou quoi,
il faut surgonfler vos pneus de 0,2 à 0,3 bars en plus. Donc les bars, c'est le système de mesure des pneumatiques. Sur le petit, comment dire, l'outil pour gonfler vos pneus, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5. Et nous, on va mettre 2 bars, 1 à l'arrière. Et si on charge le véhicule, on va rajouter 0,2 ou 0,3. Donc ce qui fait 2 bars 4 ou 2 bars 3. D'accord? Tout simplement. Il faut toujours faire les vérifications de pneus à froid. Il ne faut pas que le pneu vous ayez roulé des kilomètres avant, ça ne sert à rien. Sinon, là, ça sera faussé. Et à quelle fréquence on doit vérifier la pression des pneumatiques? Donc, à chaque mois, au moins une fois par mois, ça vous permet d'avoir un pneu qui est toujours bien gonflé. Du coup, vous consommez moins, vous l'abîmez moins vite. Ou alors avant chaque long trajet, si vous partez en week-end ou si vous partez en vacances, il faut vérifier aussi. OK? Hop, ensuite, les essuie-glaces. Donc, on les fait vite fait, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, contrôlez l'état des balais d'essuie-glaces sur le véhicule. Donc, pour vérifier l'état des balais d'essuie-glaces, soit vous restez dans la voiture, vous les mettez en route avec du lave-glace, ou alors s'il pleut, et du coup, vous voyez si tout s'essuie bien, ou alors vous sortez du véhicule et vous passez votre doigt sur le caoutchouc. Si vous sentez qu'il n'y a pas de trou, que tout est bien lisse et pas sec, c'est bon, c'est en bon état. D'accord? Et le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux, c'est une mauvaise visibilité en cas d'intempérie, puisque les balais d'essuie-glace ne feront pas leur rôle, ils essuieront pas correctement le pare-brise. D'accord? Ensuite, montrez où se situent les gicleurs de lave-glace avant. Donc là où sort le lave-glace, ça va être au niveau du capot, juste là. Je vous ai mis il y en a 2 à l'avant et il y en a un à l'arrière. Je vous ai mis des petites flèches et je vous ai fait un zoom pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est vraiment un tout petit trou qui vous permet de faire évacuer le produit sur le pare-brise. Ok? Quelle est la conséquence d'un liquide de lave-glace défaillant ou alors manquant? Eh ben, une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise, comme je vous le disais tout à l'heure. Ok? On fait les divers vite fait, et puis après, si vous avez des questions, je vous laisserai les poser. Montrez où se situe. Alors, non, c'est pas ça. Tac, c'est là. Ouvrez la trappe à carburant et vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Donc, la trappe à carburant, ça dépendra des véhicules. Nous, c'est sur le côté droit de la voiture. Donc, quand vous allez arriver à la station essence, toujours bien anticiper ça pour pas avoir à faire le tour de la voiture avec le câble. C'est assez dérangeant, sinon. Pour l'ouvrir, il va falloir appuyer dessus. Et ensuite, dedans, on aura un bouchon qui va falloir tourner. Et après, on peut mettre le produit et on remet le bouchon et on referme en appuyant dessus. Okay, on aura sûrement l'occasion de le faire en leçon de conduite, ça. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du carburant? Il faut arrêter le moteur, ne pas fumer parce que l'essence est inflammable et ne pas téléphoner parce que les ondes du téléphone, pareil, peuvent créer des étincelles ou même si on fait tomber le téléphone et du coup créer un départ de feu à la station essence qui peut être assez problématique. Vérifier l'état, la propreté des plaques d'immatriculation. Donc, on va devant le véhicule, on regarde que la plaque est propre et pas cassée. Ensuite, on va derrière le véhicule, on vérifie que ce soit propre et pas cassé. S'il y a une anomalie, on peut le signaler. Par exemple, un chiffre qui s'efface, voilà, un truc où on ne voit pas bien. Et quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo? Il faut que la plaque et les feux soient visibles. Donc, si vous mettez un vélo derrière votre voiture ou quoi que ce soit, il faut toujours que la plaque et les feux soient visibles. Si c'est pas visible que le vélo cache, il faut ajouter une plaque additionnelle qu'on viendra brancher sur une prise sur la voiture. D'accord? Ensuite, indiquer où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières arrière du véhicule. Donc ça, pour ça, il va falloir ouvrir la portière arrière, regarder sur le montant de la portière et on va avoir un petit loquet avec un verrou fermé et un verrou ouvert, comme ici. Si vous le mettez sur ouvert, ça veut dire que la porte, on peut l'ouvrir de l'intérieur et de l'extérieur. Si vous le mettez sur fermé, on pourra ouvrir la porte de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Ce qui fait que les enfants en bas âge ou voilà, peuvent clencher autant qu'ils veulent de l'intérieur, ils ne sortiront pas. D'accord? Donc, si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la porte arrière depuis l'extérieur? Donc, oui, mais pas de l'intérieur. Hop, vérifier la présence du triangle de présignalisation. Donc, dans le coffre, nous, il sera toujours dans le coffre avec une boîte d'ampoule. Voilà, donc si vous avez besoin de ça, il faut aller voir dans le coffre. En cas de panne, n'oubliez pas, avant de sortir, pour mettre le triangle, il faut mettre le gilet jaune qui, lui, se trouvera dans la voiture. Donc, en général, nous, il est dans la portière conducteur. Voilà. Est-ce qu'on utilise un triangle de présignalisation sur l'autoroute? Donc non, puisque c'est trop léger et vu que les voitures vont vite, ça risquerait de s'envoler et de créer un accident. Hop. Ensuite, dernière question.
Ouvrez et refermez le coffre et vérifiez sa bonne fermeture. Donc là, rien de compliqué. Le bouton d'ouverture de coffre, la seule petite différence, vous le verrez sur la voiture, c'est qu'il est sous la bande noire CBR réseau là. Sous la bande noire, il y a un petit bouton et l'ouverture de coffre se fait sous la bande rouge. Donc il y a un petit écart entre deux. C'est Renault qui ont voulu faire ça sur la nouvelle voiture. Voilà. Lorsque vous transportez un point important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant? Donc les pneumatiques, comme on l'a dit tout à l'heure, on les surgonfle de 0,2 à 0,3 bar. Et l'éclairage avant, à l'intérieur du véhicule, qu'on verra dans les vérifications intérieures, il y a un réglage pour les lampes, enfin les ampoules, d'accord, pour l'éclairage. Donc si on charge le véhicule à l'arrière, forcément le véhicule va faire ça, donc on risque d'éclairer trop haut. Donc il va falloir baisser les feux pour que ça éclaire comme ça, d'accord, et que ça éclaire bien droit. Et quels sont les risques de circuler avec un objet sur la plage arrière? Donc une mauvaise visibilité vers l'arrière et un risque de projection en cas de freinage brusque ou de choc, ce qui peut vous entraîner un coup à l'arrière de la tête. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça, sur la voiture ou quoi que ce soit? Ok, nickel. Bah, du coup, moi, c'est bon pour moi. J'ai fini ici. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, même si c'est sur un autre cours et que ça n'a rien à voir avec le cours, n'hésitez pas à les poser quand même. Et puis, bah, je vous laisse retrouver le prochain cours samedi à 13h. À 13h. Non, pas 13h. Oui, 13h. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse ici. Bonne fin de journée à vous. Et bah, à bientôt. Alors, bon entraînement pour le code. Et à bientôt en voiture.